Et si vos talents en Python ou vos connaissances en IA pouvaient carrément booster votre pouvoir de négociation. Ce n'est pas un fantasme, parce qu'en fait, derrière chaque stratégie de négo, il y a une structure logique. Dans cette exploration, on va décortiquer un peu comment la théorie des jeux, l'économie de l'information aussi, transforme la négociation en une discipline quasi scientifique, modélisable, utile, concrète et même un peu codable dans l'esprit. On va voir comment ça marche sans se perdre dans les formules. C'est une excellente approche. On va s'appuyer ici sur des travaux assez fondamentaux, notamment ceux de William Samuelson, son article de 84, Bargaining Under Asymmetric Information. L'idée, c'est vraiment d'analyser la négo non pas comme un art un peu obscur, mais comme un jeu stratégique où l'info, c'est la clé, surtout quand elle est mal partagée. Ah oui, le fameux problème de l'information asymétrique. Exactement. Notre mission donc, si je résume, c'est de saisir ces dynamiques un peu cachées quand une partie en sait beaucoup plus que l'autre, comprendre la logique derrière et puis voir les implications concrètes, par exemple dans les projets numériques, les contratech. Mais sans ouvrir les bouquins de maths, quoi. C'est ça. On oublie souvent que la négociation, elle a cette dimension hard skill. Le cœur du problème, vraiment, c'est quand une des parties, mettons le vendeur, connaît la vraie valeur de ce qu'il vend. On appelle ça sa valeur plancher, alors que l'acheteur, lui, navigue un peu à vue. L'info cruciale est privée, difficile à vérifier. Prenons un cas classique en IT. Une ESN qui veut racheter une start-up IA. Le vendeur, lui, il connaît les petits secrets. Les bugs pas documentés, la dette technique cachée, peut-être même des risques RGPD. Voilà. Et l'acheteur, en face, il n'a souvent que les belles présentations, les slides marketing. D'accord. Et c'est là que le piège, il peut se refermer. On tombe dans ce que Akerlof a appelé le marché des citrons. La simple possibilité que le bien soit de mauvaise qualité, notre start-up IA qui serait moins bonne qu'annoncée, le fameux citron, ça pollue tout le marché. Si l'acheteur fait une offre trop généreuse, Il risque d'attirer surtout les vendeurs des pires citrons. c'est exactement ça. Et ça mène à la malédiction du vainqueur. Attends, la malédiction du vainqueur. Ça veut dire que le simple fait de gagner la négo, que l'autre accepte ton offre, ça peut être un mauvais signe? Genre, tu t'es fait avoir? C'est tout à fait ça, et c'est hyper contre-intuitif. L'acheteur doit absolument comprendre que l'acceptation de son offre, c'est déjà une information en soi. Ça veut dire que la valeur d'EV du vendeur était inférieure à son offre. S'il ne prend pas ça en compte, le risque de surpayer systématiquement est énorme. Samuelson montre même que cette asymétrie, parfois, elle peut carrément bloquer des transactions qui seraient bonnes pour tout le monde si l'info était partagée. Ouais, c'est glacial comme perspective. Alors, comment l'acheteur, celui qui manque d'infos, il peut limiter les dégâts? Quelle stratégie adopter? Alors, la théorie, notamment chez Samuelson, suggère souvent une approche assez directe, l'offre unique, ferme et finale. Le fameux apprendre ou à laisser. Simple, mais un peu brutal, non? C'est quoi l'avantage caché? Son efficacité, en fait, c'est qu'elle force une sorte de révélation d'information. Le vendeur est face à un choix binaire. Il accepte si sa valeur V est en dessous de l'offre B, sinon il refuse. Sa décision donne une indication implicite sur sa valeur cachée. Bon, évidemment, l'acheteur doit bien calibrer son offre B. Il doit anticiper ce phénomène, estimer sa propre valeur, sachant que l'offre pourrait être acceptée. D'accord. Donc il faut estimer le risque de n'attirer que les mauvaises affaires en quelque sorte. Concrètement, en IT, ça donnerait quoi? Fixer un prix pour une licence logicielle sans négo? Ou les enchères sur le cloud? Oui, ce sont de bons exemples. Le prix fixe pour une licence ou un prix plafond dans une enchère spot type AWS, ça relève de cette logique. Pour que ça tienne la route, il faut que le profit attendu par l'acheteur, même en sachant que son offre peut être acceptée, et donc potentiellement par un vendeur avec une valeur basse, reste positif. Ok, ça c'est pour l'acheteur. Mais si on se met de l'autre côté, le vendeur, celui qui a l'info clé, est-ce qu'il peut jouer plus finement que juste attendre une offre ferme? Ah oui, certainement. Le vendeur informé, lui, il peut essayer de structurer la transaction pour maximiser son gain. Bon, dans certains cas très simples, son intérêt peut aussi être une offre ferme. Mais souvent, la situation est plus complexe. Plus complexe, c'est-à-dire? Mais Samuelson montre que parfois, la stratégie optimale pour le vendeur, ça passe par des mécanismes plus élaborés. Imagine des prix différents ou même une probabilité de vente qui varie selon la valeur V que celui connaît. Par exemple, il pourrait accepter de vendre moins cher si sa valeur V est vraiment basse, mais tenter un prix plus élevé avec une chance de succès limitée si sa valeur V est un peu plus haute. Mais ça a l'air super compliqué à mettre en place dans une discussion normale, un marchandage classique, non?
C'est un point absolument crucial que Samuelson soulève. Ces mécanismes un peu sophistiqués, ils demandent des engagements crédibles, des sortes de promesses contraignantes. Or, dans une négociation standard, flexible, le haggling, comme on dit, les parties n'ont pas forcément intérêt à tenir ces promesses. Chacun peut être tenté de bluffer, de revenir sur sa parole. Ah oui, je vois. C'est pour ça qu'on voit parfois émerger des protocoles de négociation très structurés, voire des systèmes d'arbitrage automatisés. On peut penser aux contrats intelligents sur la blockchain, par exemple. Mais évidemment, ça a un coût, en complexité, en rigidité aussi. Donc si je résume, même pour négocier un tarif de freelance ou le périmètre d'un projet IT, il y a toute une logique dessous, dictée par qui sait quoi. Comprendre cette structure, même sans équation, ça aide à anticiper les réactions et à mieux formuler ses propres propositions. Le simple marchandage, il a ses limites quand l'un en sait beaucoup plus que l'autre. C'est une excellente synthèse. Les mécanismes de négo les plus courants, ils ne sont pas toujours les plus efficaces pour arriver à des accords optimaux quand il y a cette fameuse asymétrie d'information. Et ça ouvre une perspective assez fascinante, je trouve. Et si cette logique, elle pouvait être automatisée? Justement, dans notre prochaine exploration, on va voir comment les machines elles-mêmes négocient entre elles, dans les protocoles réseau, les blockchains, les microservices. Bienvenue dans l'ère de la négociation machine-to-machine. Préparez-vous à plonger dans un monde où c'est l'algorithme qui devient le négociateur.